Voilà, bonsoir. Donc, bienvenue pour cette conférence sur un sujet délicat, un sujet d'actualité, la fin de vie, avec ce sous-titre, savoir décrypter les enjeux. Je pense qu'il n'a échappé à personne qu'il s'agit d'un sujet qui est au cœur de l'actualité récente. Donc, j'ai repris sur ce premier slide ce qui avait été mis sur le petit flyer d'invitation qui mentionne la date du 10 mars dernier lorsque le président Emmanuel Macron a reçu en interview exclusive des journalistes de La Croix et de Libération et qu'il a donc annoncé ce projet de loi sur l'aide à mourir. Depuis, il y a déjà du chemin qui a été fait, et donc j'imagine que certaines personnes ici se sont bien documentées, d'autres peut-être viennent simplement pour découvrir le sujet, donc on va essayer au travers de cette conférence de retracer un petit peu ce qui s'est fait entre le dépôt de loi et puis aujourd'hui cette loi qui commence à être étudiée à l'Assemblée nationale. Alors lorsque le 10 mars dernier, le président Macron a fait cette interview, la première question qui lui a été posée, c'était: le projet de loi sur la fin de vie va-t-il ouvrir l'accès à l'aide active à mourir et sous quelle forme? Euthanasie ou suicide assisté? Le président Macron répondant que les mots ont de l'importance et il faut essayer de bien nommer le réel sans créer d'ambiguïté. Cette loi, nous l'avons pensée comme une loi de fraternité, une loi qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation. En cela, elle ne crée à proprement parler ni un droit nouveau, ni une liberté, mais elle trace un chemin qui n'existait pas jusqu'alors et qui ouvre la possibilité de demander une aide à mourir sur certaines conditions strictes. Ça, c'est ce qui était indiqué le 10 mars. Il a précisé s'être appuyé sur le comité consultatif national d'éthique et sur les travaux d'une convention citoyenne de 180 membres. On aura l'occasion 184 personnes, on aura l'occasion d'y revenir. Donc depuis cette annonce, un premier projet de loi a été déposé le 10 avril par la ministre de la Santé. Et puis ce projet de loi a déjà été étudié par une commission spéciale autour de 1907 amendements et a donné des modifications. Ces modifications ont fait l'objet donc d'un remaniement de cette loi le 17 mai, donc on est vraiment dans l'actualité. Et puis depuis le début de cette semaine, ont débuté les travaux donc des députés, et déjà lundi, il y avait 3315 amendements. Alors on sait que il y a parfois un jeu politique derrière tout ça, mais quand même, ça montre bien que ce sujet est délicat. Donc il est prévu, à la date d'aujourd'hui, un vote solennel à l'Assemblée le 11 juin pour débuter donc la navette avant d'avoir une loi qui pourrait s'appliquer, vraisemblablement, peut-être, si elle est votée, en 2025. Donc c'est un sujet délicat, avec parfois des positions qui sont très arrêtées, parfois des positions militantes. C'est un sujet, on peut dire, de société, un sujet évidemment médical, qui concerne la bioéthique. C'est un sujet moral, c'est un sujet humain, et c'est un sujet qui nous concerne d'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue individuel. Il n'a échappé à personne que la mort nous concerne tous. Pour essayer d'expliquer comment je vais aborder ce sujet, j'ai mis au dos du flyer donc quelques questions qui donnent des pistes autour des évolutions de la société qui ont conduit à cette législation, on va y revenir, l'expérience qu'on peut tirer des autres pays. Parce que dans les autres pays, ce qui s'applique n'est pas la même chose. Si vous prenez par exemple la Suisse, donc il y a la possibilité du suicide assisté depuis 1942, mais l'euthanasie est interdite. Et donc elle est pénalement répréhensible. Si vous prenez la Belgique, on ne parle pas d'une légalisation, mais on parle d'une dépénalisation. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'on reconnaît, c'est un médecin qui faisait cette remarque dans une émission que peut-être certains ont vue avec Marina Carrière d'Ancos,
sur ce sujet important qui est passé donc au mois de février, qui était encore visible jusqu'à la fin de la semaine dernière. Donc il faisait remarquer que, alors que lui le pratique, que ce n'est pas une légalisation mais une dépénalisation. Ça veut dire que c'est un acte anormal pour lequel on n'est pas poursuivi, sous réserve qu'il soit donc dans les conditions mentionnées par la loi. Donc on reconnaît que donner la mort, c'est une transgression, mais qui n'est pas pénalement suivie. Alors, comment je vais m'y prendre pour aborder cette conférence ? Je voudrais donner quelques mots de présentation personnelle, expliquer qui je suis et pourquoi je fais ces conférences, et en particulier partager 3 courtes expériences qui vont ouvrir la réflexion. Ensuite, on verra comment notre société, essentiellement française, a évolué dans son rapport à la mort. Puis on verra les 3 directions qui sont finalement proposées par la société au sens large pour appréhender ce problème de la fin de vie. On fera un retour sur les évolutions législatives pour que chacun puisse savoir de quoi on parle, et puis on verra qu'on n'est pas arrivé à discuter de l'éventualité de cette loi comme ça. Et puis enfin, on regardera la proposition de loi telle qu'elle est aujourd'hui. Alors j'ai essayé de me tenir à jour, mais comme vous l'avez compris, il y a tout qui bouge dans tous les sens. Et on verra les étapes qui sont en cours, je reviendrai dessus pour que chacun puisse bien suivre. Et la fin, ce sera donc de décrypter les enjeux, puisque c'est le thème de cette conférence. Alors tout d'abord, quelques mots de présentation personnelle. Donc je m'appelle Raphaël Delforge, j'ai 54 ans, je suis originaire du nord de la France, je suis marié et j'ai 3 enfants, je suis même grand-père. J'ai reçu une éducation, j'allais dire classique, catholique, avec la notion du bien et du mal, mais je n'étais pas pour autant croyant. J'ai fait ma communion et puis il y avait un deal à la maison, tu vas jusqu'à la communion, puis après on te laisse tranquille. Je suis ingénieur de formation, ça veut dire que j'ai plutôt un esprit cartésien. Et quand j'étais jeune homme, j'avais la joie de vivre, il n'y avait pas de problème, mais je me posais beaucoup de questions et j'avais peur de la mort, tout en étant jeune homme. Et en fait, ce qui a été un élément déclencheur pour moi, c'est l'arrivée d'un voisin qui a repris le magasin de ma grand-mère, qui respirait la joie de vivre. C'était, j'allais dire, quelqu'un de très solaire. Il était très convivial. Il aimait un épicurien, il aimait la vie, et cet homme n'hésitait pas à parler de sa foi. C'est quelqu'un qui, quelques mois avant, avait vu sa vie basculer, puisqu'il tenait un salon de coiffure avec son épouse, qui l'a quitté, et il s'était retrouvé donc dans une dépression, avec des idées de suicide, de meurtre, il avait tout perdu, son travail, son appartement, les amis, etc. Et à plus de 50 ans, il avait dû retourner vivre chez sa maman, et là, dans l'immeuble, il rencontre une dame âgée, qui voit sa détresse, et qui lui parle de la foi qui peut changer les choses. Et donc moi, quand je rencontre cet homme, j'ai 14 ans, c'est quelqu'un qui a déjà fait un parcours et qui s'est remis de sa dépression, qui a pardonné, qui s'est reconstruit. Et ça m'interpelle. Et cet homme donc me parle de la foi, m'invite à l'accompagner dans une église, que je fais, et c'est là que je découvre que la Bible peut apporter des réponses à nos questions, et je découvre une manière de vivre la foi qui est très vivante, très pratique. Et ça me touche. Je comprends pourquoi j'ai peur de la mort, et je comprends surtout qu'il est possible d'avoir une assurance par rapport à ça, de mettre sa vie en règle, de comprendre le sens de la croix. Je m'aperçois d'ailleurs aujourd'hui encore, quand je discute avec les gens, que beaucoup de gens se disent je comprends pas l'histoire de la croix. Donc je comprends l'histoire de la croix, et je peux dire que ma vie change. Je suis à ce point touché que j'ai envie de partager cette expérience avec d'autres. Donc pendant des années, j'ai exercé une activité professionnelle tout en m'occupant d'une église, donc j'étais cadre supérieur. Et en 2016, j'ai arrêté mon travail pour me consacrer à ma vocation. J'ai fait des conférences sur les questions existentielles, le sens de la vie, le pardon, la mort, le bonheur, la paix, toutes sortes de sujets, ici à la fac de droit. Et puis il y a eu le Covid, chacun le sait. Et donc en 2021, j'ai ouvert un local qui s'appelle le Café Change, qui est situé en centre-ville d'Épinal, qui est à la fois un lieu
mais aussi un concept avec des services. Donc ce local se veut au centre-ville, accessible, et l'idée c'est d'être au contact des gens qui le veulent, pour pouvoir parler avec eux des questions qui les préoccupent. Dans ce local, il y a des gens qui viennent pour un parcours individuel, il y a des personnes qui sont curieuses et qui participent à des réunions collectives, il y a des livres, il y a des petites vidéos qui durent le temps d'un café avec différents thèmes. Et donc, depuis que j'ai ce local, je fais un peu moins de conférences qu'avant parce que, évidemment, j'ai pas mal d'autres activités autour. Alors venons-en maintenant à ces 3 expériences qui m'ont marqué et qui font réfléchir. La première, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jean, que j'ai bien connu avec ses parents, qui est décédé à l'âge de 10 ans d'un cancer des os. Et ce qui m'a marqué, c'est que ce garçon, il était d'une grande lucidité, malgré le fait qu'il était jeune. Il a écrit ce poème, « Si j'avais à choisir ». Donc on sent dans ce poème une grande lucidité et une foi. Il était paisible par rapport à cette situation. Évidemment, c'était quelque chose de compliqué. Et ce qui m'a marqué aussi au niveau c'est ce qui s'est passé sur le plan familial. Donc il a été soigné à l'hôpital de Villejuif. Sa maman était à ses côtés en permanence. Et son papa, il était dans le nord de la France. Et je me souviens que son papa avait beaucoup de mal à aller parfois à l'hôpital. Et quand on regarde ça, on se dit, mais c'est bizarre quand même, il aime son fils. Pourquoi il a autant de mal à aller à l'hôpital ? En fait, maintenant je comprends avec le recul, c'est que ce monsieur était en train de vivre tout simplement le deuil de son fils. Et cette histoire, elle nous montre quoi ? C'est que la mort, elle impacte tout l'entourage. Et finalement, on n'a pas le droit de dire, il me semble, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Il y a des gens qui ont du mal à se remettre du décès d'un conjoint, qui ont du mal à se remettre du décès d'un enfant, qui ont du mal à se remettre du décès d'un voisin ou d'un proche. Parce que la mort, c'est violent, c'est difficile, c'est irréversible. J'allais dire, c'est contre nature, d'une certaine manière. On peut dire qu'il y a une angoisse de la mort. On peut dire qu'il y a une révolte qui nous anime par rapport à ce sujet. On peut dire que c'est un ennemi de l'être humain. Ça veut dire que quand quelqu'un décède, ça touche tout l'entourage, ça touche la famille, ça touche les amis, ça touche même le personnel sur le plan médical. C'est vraiment quelque chose de compliqué et de difficile. C'est vrai aussi que dans ce domaine, la foi, ça change les choses. Parce que ça nous donne une espérance. Et ça permet aussi de vivre une consolation par rapport à ce sujet difficile. La deuxième expérience, c'est l'histoire de Dominique, un oncle de mon épouse, qui lui aussi est décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 61 ans. C'était un homme très charismatique, un homme très fier, qui ne passait pas inaperçu, très sportif, un amoureux de la vie. Et puis voilà, il est frappé par ce cancer. Donc on n'était pas forcément proches pendant très longtemps. Et bien sûr, quand il y a eu cette affaire, on a essayé d'entourer son épouse au mieux qu'on pouvait. On a essayé donc d'appeler. Et je me souviens de plusieurs conversations qu'on a pu avoir avec Dominique. Je me souviens d'un jour où il était en fin de parcours. Évidemment, on est là, on fait ce qu'on peut. Il demande « Qu'est-ce que tu voudrais qu'on demande à Dieu ?» Il demande à avoir le temps de revoir ses enfants. Et le Seigneur a permis que, effectivement, il puisse revoir ses enfants. Et puis je me souviens en particulier d'un mardi où il était vraiment... c'était très compliqué. Sa femme nous avait appelé en disant « Il souffre, c'est difficile ». Et là, on a eu un créneau pour parler ensemble pendant 15-30 minutes. Et là, il s'est ouvert sur sa vie. Il s'est ouvert sur le mal qu'il avait pu faire. Et donc, je me souviens de lui avoir parlé de son courage. Il me disait, mais non, je suis pas courageux. Je dis, si, tu es courageux. D'oser regarder ton histoire, ta vie. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu. J'ai partagé ma foi et mon espérance. Il a accepté de compris ensemble. Et
2 semaines après, on a eu l'occasion d'aller le passer et les choses avaient changé. Il disait, voilà, le coup de fil m'a fait du bien, maintenant je m'en vais en paix, je sais qu'on se reverra. Et il a utilisé les derniers moments qui lui ont été donnés pour mettre de l'ordre dans sa vie, pour lever des secrets de famille, pour parler d'un certain nombre de choses. Et quelque part, ce temps limité, compté, c'est un temps aussi qui gagne en intensité. Et donc cette histoire, elle nous rappelle que la fin de vie, c'est une période importante, où les temps et les priorités changent. C'est l'occasion, effectivement, de penser aussi à l'après, et de penser à tout ce qui s'est passé avant. Alors, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Cicely Saunders, une Britannique, qu'on considère comme étant la personne qui est fondatrice des soins palliatifs. Elle fait ressortir, ce qu'on sait aujourd'hui, évidemment, qu'il y a 4 composantes qu'il faut prendre en compte dans la souffrance. Évidemment, une souffrance physique, une souffrance psychologique, le sentiment d'être inutile, d'être un poids pour les autres, sociale, relationnelle, et une souffrance aussi sur le plan spirituel, puisqu'elle questionne sur les questions existentielles. D'où je viens, où je vais, pourquoi, etc., etc. Alors je fais ici une parenthèse, mais dans le projet de loi qui a été présenté le 10 avril, on avait enlevé la composante spirituelle. Et les députés, cette semaine, ont rajouté cette composante. Alors on n'entend pas tous la même chose. Donc moi, en tant que pasteur, évidemment, j'entends la notion de Dieu. Mais pour, le grand public, derrière cette idée de spiritualité, il y a l'idée des questions existentielles. Et je suis content qu'on ait rajouté à nouveau ce sujet parce que c'est un point important. J'ai assisté à une conférence à Nancy avec des médecins. Cette fois, c'est pas moi qui l'animais. Et justement, un des médecins qui était là disait qu'il regrettait, donc un spécialiste dans les soins palliatifs, regrettait justement qu'on avait enlevé dans le premier projet de loi cette composante parce qu'il sait que c'est important à un moment donné que les personnes puissent se poser des questions par rapport à tout ça. Dernière histoire, c'est lorsque je suis allé à Vosges Télévision pour la conférence précédente sur la foi, héritage ou expérience. Bon, il est de coutume qu'on soit 2 personnes et à la fin des interventions, il faut refaire quelques photos et donc le journaliste Ludovic Basilia demande à ce qu'on parle ensemble pour faire des photos. Et la personne qui était avec moi se tourne vers moi et me dit « Que pensez-vous du débat actuel sur la fin de vie? C'est quoi votre position ?» On était là au mois de septembre 2023. Et je prends la question, paf, en plein fouet comme ça. Et je me rends compte que je ne peux pas répondre comme ça. Parce que derrière, il y a des histoires, il y a des gens, qu'est-ce qu'elle vit cette dame? On peut effectivement se dire, moi je suis pour, moi je suis contre. Mais est-ce qu'il n'y a pas des enjeux derrière? Est-ce qu'il ne faut pas un peu se poser et est-ce qu'il ne faut pas savoir pourquoi on est pour et pourquoi on est contre? Et je crois qu'il faut pour chacun comprendre que derrière une question aussi cruciale, il y a des personnes avec une histoire. C'est la même chose qu'un médecin. Il ne soigne pas une maladie, mais il soigne un malade. C'est très différent. Et ça, on doit aussi, évidemment, l'intégrer. Alors, on va voir maintenant cette partie qui parle donc de notre rapport à la mort qui a évolué. De quoi on parle? J'ai pris ici la photo de Frédéric Mitterrand qui est décédé donc le 21 mars 2024. On aime ou on n'aime pas le personnage, peu importe. Ce qui m'intéresse dans l'histoire de cet homme, c'est que, de ma connaissance, il avait disparu de la scène publique et moi j'apprends son décès, je sais pas vous, mais moi spontanément, quand j'apprends ça, il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. De quoi il est mort et à quel âge? Je sais pas vous, Et ça nous montre qu'aujourd'hui, dans notre
dans notre esprit, on ne meurt plus de la mort, mais on meurt de quelque chose. Et ça montre que le rapport à la mort, il a changé. On veut donc être en mesure de pouvoir l'expliquer. Alors, il y a André Comte-Sponville, philosophe connu, qui a dit ceci, la mort ne peut plus me prendre qu'une partie de ma vieillesse, sans doute pas la plus intéressante. Comment envisagez-vous votre mort? Il répond à la question, je souhaite mourir très tard et très vite. Beaucoup de gens qui disent ça. Hein. Très tard parce que j'aime la vie et que je voudrais en profiter le plus longtemps possible, mais très vite, car je redoute les agonies interminables et les handicaps. En revanche, je n'ai jamais eu aussi peu peur de la mort. C'est normal. Je n'ai jamais eu aussi peu à perdre. Mourir à 40 ans, c'est une catastrophe. À 15 ans, c'est une horreur. À 72 ans, c'est beaucoup moins grave. Ça, c'est sa réaction. Beaucoup de gens sont dans la même logique. Sans souffrir, vite et le plus tard possible. Et sans être diminué au niveau de mes capacités. Sauf que c'est pas toujours aussi simple que ça. On va y venir. Alors, il est important de comprendre de quoi on meurt, à quel âge et où, puisqu'on parle de la fin de vie. Donc, on est aujourd'hui en France environ 68 millions d'habitants. Ça veut dire que la population française ne cesse d'augmenter et elle augmente assez vite. C'est 15% de plus qu'en 30 ans. Elle augmente et elle vieillit. Et donc, l'espérance de vie augmente. Donc, on est à 85 ans environ pour les femmes, 79 ou 80 ans en gros pour les hommes, alors que l'espérance de vie, dans les années 1900, elle était de 45 ans. Donc, évidemment, le rapport à la mort n'est plus le même. Et donc, vous avez aujourd'hui les plus de 75 ans, qui représentent 10% de la population, mais c'est eux qui sont le plus souvent concernés par la fin de vie. Et vous avez les plus de 90 ans, qui représentent 1,4% de la population, mais c'est 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Ça veut dire que même si on veut vivre le plus longtemps et le mieux possible, bien, la population qui vieillit, elle a des pathologies. Donc, de quoi on meurt en France? Et à quel âge? Enfin, et dans quelles circonstances? Donc, déjà, on parle de 638 000 décès par an en France. Qu'on se rende compte quand même, ça veut dire c'est en gros un décès tous les 50 secondes. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps on a commencé. Malheureusement, ça veut dire que voilà, un certain nombre de personnes sont déjà décédées le temps de cette conférence. Et 70% des gens qui décèdent ont plus de 75 ans. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a envie de mourir entouré à la maison et tranquille, mais la réalité, c'est que les gens qui décèdent à domicile, ça ne représente que 24% de la population. Les gens, aujourd'hui, la plupart du temps, ils décèdent dans un hôpital, dans un EHPAD ou autre. Vous avez ici la courbe avec l'évolution de la population vieillissante, et vous voyez que les gens qui ont plus de 75 ans, ça va augmenter. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, on meurt avec, souvent, plusieurs pathologies. Bon, on va passer rapidement, hein, c'est pas l'objet de la conférence. Bonjour monsieur. Alors, ça veut dire que notre vision de la mort a changé et que parfois, même assez souvent, il y a une vision fantasmée de la mort. C'est-à-dire qu'on veut choisir sa mort, mais en réalité, c'est un sujet plus complexe. J'ai mis ici Lynn Renaud, qui est connue pour être une militante du droit à mourir, de choisir son droit à mourir, qui a été donc reçue dans l'émission 7 à 8, qui a écrit un livre, Merci la vie. Elle a déjà tout organisé, hein. Elle a dit qu'elle voulait mourir chez elle à Paris. Elle a déjà choisi les gens qu'elle voulait inviter. Tout est organisé dans les moindres détails. Et Lynn Renaud dit, j'ai encore des choses à faire, donc je voudrais attendre. Pense aussi à l'histoire de Dalida,
je voudrais mourir sur scène. Dalida, malheureusement, s'est suicidée. Et on a aujourd'hui une mort qui est fantasmée. Et ça veut dire qu'on a parfois des gens qui vont même organiser leurs obsèques et écouter les hommages qu'on leur rend. On commence à voir ça dans les films, je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai déjà vu un film avec ça, où il y a la famille qui vient et puis on écoute ce qu'on va nous dire. Donc il y a l'histoire de cet homme, Michael Ebb, un Américain en parfaite santé, qui pour ses 40 ans s'offre ses funérailles. Et il raconte à la BBC qu'il a assisté à la cérémonie habillé en blanc, dans un cercueil, dans une pièce sombre. Il a entendu sa fille donc et ses amis faire son hommage. Et c'est pas un cas isolé. Il y a de faux enterrements qui sont régulièrement organisés au Japon ou en Corée du Sud. On vient seul et on met par écrit les moments les plus importants de sa vie, les rencontres. On rédige une lettre d'adieu. Puis l'organisateur nous laisse tranquille pendant 15 minutes et puis ensuite on sort. Et puis on a l'impression que là on a pu réfléchir à tout ça. Une mort qui est souvent fantasmée. Mais parler de la fin de vie, de la mort, c'est en réalité parler de questions plus larges, des questions existentielles et nos peurs. Quand on est en train de raisonner en se disant « quand j'aurai plus rien à faire ». On a toujours des choses à faire. On a toujours des choses à faire. Si vous parlez avec les gens qui sont retraités, ils vous diront « depuis que je suis retraité, j'ai encore moins de temps qu'avant ». On court à droite et on court à gauche. Et donc là, j'aimerais parler de 2 histoires. La première histoire, c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Olympe. Peut-être vous avez entendu parler de cette fille, hein ? Vous ne savez pas. Cette jeune fille, Olympe, elle annonce le 17 janvier 2023 son intention de recourir au suicide assisté à la fin de l'année. Elle a 23 ans et elle souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. C'est une youtubeuse célèbre en France. Hein. Alors à l'époque, elle avait 250 000 abonnés. Aujourd'hui, elle en a 276 000. Donc elle annonce la date de sa mort. Mais finalement, elle est toujours vivante. Tant mieux. Et si vous regardez sur son compte, là vous voyez qu'elle publie, elle va à l'hôpital, parce que cette fille-là, elle a des troubles, c'est compliqué. Elle va à l'hôpital. Donc quand elle a annoncé qu'elle voulait mettre fin à sa vie, il y a des médecins en Belgique, puisqu'elle voulait aller en Belgique, qui ont rappelé que c'est pas aussi simple que ça. Hein. Je pense à cet homme qui s'appelle Yves Deloc, qui a dit on peut euthanasier des personnes jeunes, mais il faut des conditions, certificats, documents médicaux, du psychiatre. Et donc il y a des conditions, une demande écrite de la personne, être atteint d'une maladie grave et incurable, certifiée par des documents médicaux, présenter des souffrances physiques ou psychiques inapaisables, malgré les traitements dispensés. Donc cette jeune femme s'est fait connaître en participant à des émissions de télévision. Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard sur France 2. Et puis l'autre dame à côté, Jacqueline Jankel, qui est décédée depuis, c'est une militante française pour le droit à mourir dans la dignité. Elle s'est fait connaître, elle aussi, le 25 août 2018, en annonçant sa décision d'avoir recours au suicide assisté à l'échéance de janvier 2020. Et cette dame, donc, elle a été interviewée par Hugo Clément, elle le confirmera devant Jean-Jacques Bourdin, son intention, et elle sera pendant des années la vice-présidente de l'association de l'aide à mourir dans la dignité. Donc de 2014 à 2017. En fait, cette femme, elle a été marquée dans son enfance par le récit de sa mère sur le décès de sa grand-mère. Et sa motivation pour annoncer qu'elle va mourir, c'est la peur de la perte de l'autonomie. Elle repousse plusieurs fois l'échéance, elle écrit un livre, terminé en beauté, et elle annonce qu'elle va mourir le jour de la sortie de son livre. Et puis finalement, elle va repousser. Et puis elle finira par dire qu'elle regrette d'avoir annoncé la planification précise de sa mort et l'emballement médiatique dont elle a fait l'objet. Et elle mettra fin malheureusement à ses jours, le 30 mars 2022, se suicidant à Paris.
qui m'interpelle quand je vois les deux histoires là, je me dis, ces gens, ils n'ont pas seulement un problème avec la fin de vie, ils ont un problème avec la vie. Ils ont un problème avec la vie. Et parfois, il y a ça aussi. On est en train de réfléchir, de détecter les enjeux. Passer tout son temps à programmer sa mort, alors qu'on n'a pas de problème de santé, alors qu'on a 23 ans et qu'on est malheureux, est-ce qu'il n'y a pas un problème, finalement, avec la vie? Ce livre, parler de l'euthanasie ou du suicide assisté, c'est pas parler de la mort, mais c'est parler de sa modalité. Alors, dans cette société où le rapport à la mort a changé, la mort est fantasmée, on imagine comment ça va se passer. On est aussi dans une société qui est en perte de repères. On se souvient probablement les uns et les autres de ce sondage qui est sorti à un moment donné pour dire que voilà, il y a moins de 50% des Français qui croient en Dieu. Depuis, ça s'est encore dégradé, hein. Il n'y a plus que 44%. Et il y a 31 seulement % des Français qui croient à une vie après la mort. Ça veut dire que même dans ceux qui croient en Dieu, il y a une grande confusion qui existe. Voilà, en gros, ça se répartit avec différents tiers, hein, la réincarnation, le paradis, l'enfer, la vie éternelle, la résurrection, voilà, grande confusion. Je cite cet homme, qui s'appelle le docteur Alexis Burnod, qui évoque justement le changement important qui a eu lieu dans les années 80 dans notre rapport à la mort. Les années 80, c'est la période où les progrès de la médecine seront importants avec la transplantation d'organes et la réanimation. Et donc il dit, les prouesses techniques se multiplient, incitant les médecins à en faire toujours plus, ce qui conduit à des situations d'acharnement thérapeutique. C'est l'époque des euthanasies clandestines, et c'est aussi une période où, démunis face à l'épidémie du sida, on se retrouvait confronté à des fins de vie épouvantables. Ceci, je fais une parenthèse, mais la première visite que j'ai faite, lorsque j'ai fait ma formation de pasteur, c'est avec un monsieur qui était sidérien. C'est en 92. Et c'est dans ce contexte que s'est exacerbé le sentiment du mal mourir en France. Donc il y a ce sentiment qui existe, qu'on meurt mal en France. Et donc dans ce contexte, mort fantasmée, l'impression que voilà, on va pouvoir choisir, etc., finalement la société, elle propose 3 directions pour parler de la fin de vie. La première, c'est repousser l'échéance le plus possible grâce au progrès de la science et de la médecine. C'est en particulier ce qu'on appelle le transhumanisme. Quelque part, on considère que la mort, c'est une maladie, et on espère qu'un jour, on sera capable d'empêcher les gens de mourir. Alexandre Laurent, donc qui a écrit La mort de la mort, déclare « Demain, la mort ne sera plus l'aboutissement naturel de toute vie, elle deviendra une maladie comme une autre, bien qu'un peu plus complexe à éradiquer, ou un choix pour les suicidaires. » Et Axel Kahn, généticien, il dit que la mort est ressentie comme un échec de la médecine. Vivre 1000 ans, le transhumanisme y croit. Et vous avez donc des personnalités célèbres, ici, vous les avez probablement reconnues, qui sont connues justement pour le transhumanisme. Elon Musk, qui développe Neuralink, et qui veut traiter les maladies neurologiques et augmenter les capacités humaines avec des implants cérébraux. Vous avez Bill Gates, vous avez Jeff Bezos, qui investissent des fortunes dans des startups synchrones, justement dans le domaine du transhumanisme. Et vous avez les 2 frères Bogdanov, qui croyaient. Et puis, quand est arrivé le Covid, en une semaine, pouf, terminé. Donc on espère, certains, repousser la mort de la mort, mais quelque part, l'histoire des frères Bogdanov nous montre que finalement, parfois ça arrive très vite, ça nous surprend, et les beaux projets qu'on peut avoir, on ne maîtrise pas tout. Notre vie tient à un fil. Et en tant que croyant,
croient que c'est Dieu aussi qui tient ce fil. Et parfois, le fil il casse. La deuxième option qui est proposée, c'est d'anticiper la mort en choisissant le moment et les conditions de la venue. C'est la mort provoquée, objet de la loi actuelle. Et puis troisième option, par la société, c'est accompagner la mort en l'humanisant pour la rendre le moins difficile possible, et c'est donc la notion de soins palliatifs. Donc il y a cette dame, médecin, à Narbonne, qui s'appelle Claire Fourcade, qui est donc médecin en service de soins palliatifs, qui est présidente donc de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, a réagi le 11 mars à l'annonce donc du président Macron, donc auprès du journal La Croix, en indiquant que 50% des patients meurent aujourd'hui sans avoir eu accès aux soins palliatifs. C'est-à-dire, ça représente 500 personnes par jour. Ces Français-là, soit ils ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement de qualité, soit ils sont obligés de partir loin de chez eux et de leurs proches. C'est à cause de cette mauvaise diffusion des soins palliatifs en France qu'on a le sentiment persistant chez nos compatriotes qu'on meurt mal en France. Alors on dit souvent qu'il y a un problème de moyens. J'ai assisté donc à une conférence à Nancy, donc organisée par des médecins spécialisés dans les soins palliatifs sur ce sujet. Et donc un médecin, là, faisait remarquer que dans les Vosges, par exemple, le poste est ouvert depuis 10 ans. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de candidat. Il faut 2 médecins et il n'y a pas de candidat. Et il expliquait qu'il faut 11 ans, donc il y a des années de médecine, plus 1 an de spécialité pour former des médecins en soins palliatifs. Donc il n'y a pas seulement un problème d'argent, mais il y a aussi un problème de vocation, des gens qui sont prêts à le faire. Et aujourd'hui, 21 départements en France ne sont pas pourvus d'unités de soins palliatifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de soins palliatifs, mais ça veut dire qu'on n'est pas pourvu d'unités mobiles ou d'unités fixes, avec des gens qui sont formés, qui intègrent les 4 dimensions dont on a parlé, physique, psychique, psychologique, relationnel, spirituel. Voilà. Donc derrière ce sujet complexe avec des enjeux forts pour la société, on comprend qu'il y a beaucoup de peur, d'insécurité, de désespérance, et parfois une fuite. Donc c'est un sujet complexe qui nous rappelle notre finitude, notre interdépendance, nos limites et notre non-maîtrise de la vie. Et c'est aussi un sujet qui nous rappelle et nous place devant donc les questions existentielles. Et j'ouvre cette question pour chacun. Finalement, peut-on parler de la fin de vie sans parler de l'après ? Je vous laisse réfléchir. Alors, un retour sur les évolutions législatives en France. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la société et les lois ont évolué en France et essentiellement, elles ont été marquées, l'évolution s'est faite à travers des affaires qui ont défrayé la chronique. Donc, dans ce livre « Fin de vie, peut-on choisir sa mort ?» des dizaines de milliers de médecins spécialistes ne sont jamais confrontés à la mort de leurs patients et ignorent donc ce qui existe au niveau de la loi. Parce que la loi française permet un certain nombre de choses. Alors, si on y vient. La loi du 31 juillet 1991, elle introduit les soins palliatifs, qui existent donc depuis les années 80, dans la liste des missions de tous les établissements de santé. Et depuis cette date, on donne la définition, ce sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe pluridisciplinaire en institution ou à domicile, qui vise à soulager les douleurs, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Donc ça existe en France depuis 91. 2002, c'est ce qu'on appelle la loi Kouchner, qui introduit le droit aux malades de refuser un traitement.
le malade a le droit de désigner une personne de confiance qui le représente auprès du corps médical s'il n'est plus en état de le faire. Le malade a le droit de choisir son médecin et il a le droit d'être informé depuis cette date sur les traitements et leurs risques. Et puis, en 2003, on est secoué en France par l'affaire de Vincent Lambert. Vincent Lambert, c'est ce garçon de 19 ans qui, victime d'un accident de la route, il est pompier, il tombe dans le coma et il se réveille plusieurs mois plus tard. On avait cousu ses paupières pour éviter le dessèchement de ses yeux. Il est muet, tétraplégique, mais il a toutes ses facultés. Et il va se faire assister d'une dame qui s'appelle Chantal. Et avec cette dame va écrire à Jacques Chirac et va lui dire sa requête de mourir pour abréger ses souffrances et celles des siens. Et le président Chirac de l'époque, sa réponse sera qu'il n'a pas le droit, la loi ne l'autorise pas. Et c'est avec cette affaire de Vincent Imbert que le débat sur la fin de vie en France est lancé. Alors, sa maman décidera de lui injecter des barbituriques. Elle sera arrêtée. Donc il sera lui transféré dans un coma profond dans le service du docteur Chaussois, qui finira par décider en accord avec la famille d'arrêter la réanimation et donc de lui donner une substance pour le faire mourir. Il y aura une information judiciaire et à la fin, ils bénéficieront d'un non-lieu. Ça, c'est l'affaire donc de Vincent Imbert. 2005, cette affaire, donc, elle va donner naissance à ce qu'on appelle la première loi Leonetti, donc de 2005. Une loi qui interdit l'acharnement thérapeutique et qui permet donc d'arrêter un traitement. Elle rappelle le devoir d'un médecin de ne pas avoir une obstination qui soit déraisonnable et de sauvegarder la dignité du mourant. Et puis la France est marquée par une autre affaire. Il y a l'affaire Chantal Sébir, et puis il y a surtout, qui va donc évoquer, elle est contre l'idée du suicide et elle va interpeller le président Sarkozy, mais il y a surtout l'affaire, alors il y a l'affaire des amants du Tessia, mais il y a surtout l'affaire de Vincent Lambert. Donc affaire aussi qui va marquer l'histoire en France. Cette histoire importante avec ce monsieur qui a eu un accident de voiture en 2008, qui se retrouve dans un état de conscience minimum, dans l'incapacité de se nourrir, et la famille qui va se déchirer sur son cas, puisque son épouse Rachel veut stopper les traitements. Ses parents contestent cette décision. Il va être 10 jours, il va y avoir un arrêt des traitements. Bref, ça va être une affaire compliquée. Et pendant 10 ans, les deux parties de la famille vont se déchirer, multiplier les recours en justice. Et finalement, en 2019, il va décéder par arrêt des traitements. Et donc ça va donner naissance à ce qu'on appelle la seconde loi Claeys-Leonetti, la seconde loi Leonetti, qui instaure cette fois le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès dans certaines conditions. Donc c'est une pratique qui est réservée aux malades dont le pronostic vital est engagé à court terme et dont les douleurs ne peuvent être apaisées. On appelle ça des douleurs réfractaires. Une pratique donc qui est réservée pour ces gens. Et puis arrive l'affaire d'Alain Koch, peut-être vous connaissez, ce monsieur qui était atteint d'une maladie incurable, orpheline, donc c'est une maladie qui n'a même pas de nom. Il interpellera le président Macron pour qu'on autorise à titre compassionnel un médecin à lui prescrire un barbiturique pour partir en paix. Il avait déjà fait des grèves de la faim et finalement il ira en Suisse pour recourir au suicide assisté à 57 ans, donc en juin 2021. La loi Claeys-Leonetti ne s'applique pas parce que son pronostic vital n'est pas engagé à court terme. Donc ça, ce sont les affaires qui ont marqué la chronique et qui ont conduit à ces évolutions de loi jusqu'à cette loi Leonetti, deuxième loi Leonetti. Donc le président Macron a demandé l'avis du Conseil consultatif national
d'éthique le 13 septembre, il a été rendu. Aujourd'hui, on nous dit qu'il a donné un avis favorable à l'évolution de la loi, mais qu'est-ce que dit cet avis? Il propose de renforcer dans un premier temps les soins palliatifs. Parce que le fond du problème, il est là aussi. Et ils disent, l'avis qu'ils donnent, c'est, ils demandent la mise en place de repères éthiques en cas de dépénalisation de l'aide à mourir et un accès légal à une assistance au suicide ouverte aux personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables qui provoquent des souffrances physiques ou psychiques réfractaires dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Les personnes devront disposer d'une autonomie de décision libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d'une procédure collégiale, avec également une clause de conscience pour le médecin. On va y venir. 8 membres sur les 45 ont exprimé une réserve sur le deuxième point. C'est-à-dire, ils sont d'accord, tout le monde est d'accord sur le premier point, tout le monde n'est pas d'accord sur le deuxième. On a donc lancé une consultation citoyenne, qui s'est tenue de décembre 2022 au 2 avril 2023 avec 184 personnes. Et on a posé la question à ces gens, est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Et donc, ce qui ressort de la commission citoyenne, la convention citoyenne, c'est d'abord une inégalité d'accès à l'accompagnement de fin de vie. Tous ces départements dans lesquels il n'y a pas des soins palliatifs. Et évidemment aussi une absence de réponse satisfaisante face à certaines situations de fin de vie, notamment dans le cas de souffrances physiques ou psychiques réfractaires. Donc dans cette commission, 24% considèrent que la loi de 2016 est suffisante, donc qui permet éventuellement d'endormir, et 75,6% estiment qu'il faut aller plus loin et demandent à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. Et donc c'est sur la base des affaires qui ont défrayé la chronique, des interpellations auprès des présidents, qu'on a fait évoluer la loi, et qu'on a donc lancé cette convention citoyenne. Et ça amène donc à la proposition de loi actuelle. Donc le 10 mars, le président Macron reçoit les journalistes de La Croix et de Libération, et il concentre, je ne sais pas si vous avez écouté ou regardé ou lu le document, mais il concentre l'essentiel de ses propos sur l'aide à mourir. Ce qui va faire réagir. Je pense en particulier à l'évêque de Nanterre, qui s'appelle Mathieu Rouget, qui fait partie des 4 évêques qui ont été désignés par l'Église catholique pour représenter l'Église catholique sur ce sujet, le jour même, qui évoque une très mauvaise surprise en décalage avec la rencontre qu'il avait eue avec le président et les représentants des cultes, les médecins engagés, dans lequel le président avait annoncé une grande loi en faveur des soins palliatifs, à l'intérieur de laquelle il pensait introduire des dispositions pour faire face à des situations inextricables. Et son sentiment, ce qui ressort, c'est plutôt une grande loi en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté, avec quelques dispositions mineures en faveur des soins palliatifs. Il dit, ce projet de loi n'est pas l'euthanasie ou le suicide assisté, mais l'euthanasie et le suicide assisté. C'est à la fois la solution belge et la solution suisse. Depuis, donc, la loi a été déposée le 10 avril. Donc, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a présenté cette loi auprès du Conseil des ministres, et le jour même, elle a déposé cette loi. Effectivement, la loi, il y a 2 volets. Il y a d'abord ce qu'on appelle les soins d'accompagnement, qui englobent les soins palliatifs. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller plus loin que les simples soins palliatifs, mais d'ajouter d'autres types de soins, la musicothérapie et autres. Avec la mise en place d'un plan personnalisé d'accompagnement à l'annonce d'une maladie grave, et la création de maisons d'accompagnement.
qui seraient des structures intermédiaires entre le domicile et l'hôpital pour accompagner les personnes en fin de vie et leur entourage. Et puis le deuxième volet, l'ouverture d'une aide à mourir dans des conditions qui sont strictes. Aujourd'hui, il y a 1,6 milliard qui est consacré aux soins d'accompagnement et il est prévu sur 10 ans un peu plus d'1 milliard supplémentaire, c'est-à-dire 1,50 € par personne. C'est rien. Et en plus, c'est sur 10 ans. Donc, les personnes éligibles devront être majeures, françaises ou résidents étrangers, réguliers et stables en France, aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, atteintes d'une maladie grave et incurable, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Je l'ai mis en rouge parce que ça a été changé. Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d'arrêter de recevoir des traitements. Je laisse un peu de temps, je reprends peut-être parce que je ne veux pas aller trop vite. Le premier point, c'est facile. On a discuté sur ce que ça veut dire manifester sa volonté. Est-ce que quelqu'un qui aurait manifesté sa volonté, qui ne pourrait plus le faire, est-ce que c'est bon, etc. Sur cette base, donc il est prévu, en tout cas aujourd'hui, que la personne doit faire une demande à son médecin, qui va donc devoir solliciter 2 avis, un auprès d'un spécialiste de la pathologie concernée, qui ne connaît pas le patient, qui regarde un dossier, et un d'un soignant non médecin qui aura de préférence accompagner le malade. Ensuite, il y a 15 jours pour que le médecin puisse donner sa réponse, 2 jours pour tester la solidité de la détermination de la personne, et ensuite la prescription est valable 3 mois avec une rétractation possible. La substance létale serait ensuite administrée par la personne elle-même, ou, si elle n'en est pas capable, par un médecin, un infirmier ou un proche, ou une personne volontaire de son choix. Et il est prévu, en tout cas pour l'instant, une clause de conscience pour les personnels de santé qui ne voudront pas faire le geste. Mais avec l'obligation de renvoyer vers un confrère qui le fera. Ce qui n'est pas simple, vous allez voir. Donc, on a cette Assemblée nationale qui a constitué une commission spéciale pour étudier les 1907 amendements qui ont été donnés, donc 71 membres. Ils ont auditionné dans un premier temps les acteurs engagés dans ce domaine, et puis ils ont étudié les amendements, et ils ont remanié cette proposition de loi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la ministre de la Santé, elle ne se reconnaît plus dans la proposition de loi d'aujourd'hui. La notion de pronostic vital engagé à court ou moyen terme a été remplacée par l'idée d'affection en phase avancée ou terminale. Ça veut dire que même si des personnes ne sont pas appelées à mourir, à partir du moment où elles ont une affection avancée, eh bien, elles pourraient être concernées. A également été enlevée la possibilité pour ceux qui ne pourraient plus manifester leur volonté d'être euthanasiés sur la base de leur directive anticipée. Donc, depuis le début de cette semaine, a débuté l'étude de cette loi. Donc, je vous ai dit, 3315 amendements déposés. C'est prévu d'être étudié jusqu'au 7 juin, avec un vote le 11 juin, pour débuter donc la navette avec les sénateurs. Alors, on arrive sur la partie intéressante, entre guillemets. Tout le reste, il est aussi. Décrypter les enjeux. Dernière partie. Mais il fallait quand même poser le contexte. Déjà, il y a un problème de terminologie. Albert Camus dit « Mal nommer les choses contribue au malheur du monde ». Il faut savoir que entre 2022 et 2023,
en vue d'une modification sur la fin de vie, un groupe d'experts mené par l'écrivain Erik Orsenna s'est vu confier une mission spécifique par l'exécutif de concevoir un lexique des mots à utiliser sur la fin de vie, dans l'espoir de définir des thèmes parfois flous et de déminer un sujet sensible. Finalement, ce glossaire ne sera jamais publié. Michel Castra, professeur de sociologie, a montré que l'expression « aide à mourir », qui ne précise ni l'auteur, ni la nature, ni les modalités de l'aide apportée, s'avère fort utile. Et si on vous dit qu'on va aider, ce mot il est positif, et donc tout le monde est d'accord pour dire qu'on va aider. Cela a permis donc à l'association sur le droit à mourir dans la dignité de dire que 85% des Français sont favorables à aider les gens, puisque c'est le mot qui est employé, si la personne se trouvait dans une souffrance insurmontable due à une maladie incurable, qu'elle puisse être aidée à mourir à sa demande. Et donc ça, c'est un article du Monde du 3 avril, extrait de cet article. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on a choisi, par rapport à cette loi, le terme d'aide médicale à mourir. Ce n'est pas pour rien que le président Macron a utilisé l'idée d'une loi de fraternité pour parler de ce sujet. Ce sont des mots qui sont pesés. Pourquoi ? Parce que euthanasie, suicide assisté ou sédation, c'est pas la même chose. Ni dans la définition, ni dans l'acte. L'euthanasie et le suicide assisté, ce n'est pas un soin. Ce que la loi Claeys-Leonetti propose aujourd'hui, permet aujourd'hui, pour une personne qui arrive en fin et qu'on n'arrive plus à soulager, on sait que voilà, c'est de l'endormir et ensuite elle meurt de mort naturelle. Elle meurt au bout de quelques heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais elle s'endort. Euthanasier ou le suicide assisté, c'est pas la même chose. C'est une personne qui prend elle-même un produit létal qui la fait mourir, ou c'est un médecin qui va donner à cette personne un produit pour la faire mourir. Et donc, quand on entend le mot euthanasie, c'est un mot violent. Ça rappelle des souvenirs. Et donc, il y a des pays qui ont enlevé ce mot, qui disent aussi aide à mourir, parce que ça renvoie aux pratiques barbares des nazis. Si on parle de suicide, c'est aussi un mot violent. Aide à mourir, c'est plus facile. Et donc, on préfère aujourd'hui décrire la même chose en utilisant des mots adoucis. Autodélivrance, délivrance, libération, meurtre par compassion, mort sereine, mort douce. On aide la personne à éteindre la lumière. Parce que donner la mort, ou se donner la mort, c'est contre nature et c'est quelque chose de difficile. Ce qui explique pourquoi les 2 affaires dont j'ai parlé tout à l'heure, Olympe et l'autre dame, ont eu du mal à le faire. Et donc aujourd'hui, on voit que les Français vont prioritairement en Belgique par rapport à la Suisse, justement parce que c'est un médecin qui fait l'acte. Ça, c'est ce qui est ressorti aussi de l'émission Fin de vie pour que tu aies le choix avec Marina Carrière-Dancos. Et depuis cette émission, d'ailleurs, il y a encore plus de gens qui vont en Belgique. Et quelque part, ça nous rappelle que les lois divines sont dans nos cœurs. On est d'accord ou pas d'accord, mais mourir, c'est mal. Comme je crois que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, pour nous faire réfléchir, je crois que n'importe qui, même si on n'est pas d'accord sur les aspects moraux, il y a des lois, on est tous d'accord pour dire tuer, c'est mal. On est tous d'accord pour dire que abuser du faible, c'est mal. Et on est tous d'accord pour dire que l'injustice, c'est mal. Que la trahison, c'est mal. Ça veut dire qu'il y a des lois morales, même si on discute du cadre,
qui sont quand même en nous. Et donc, les avis des professionnels de santé divergent. Donc, une enquête de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, qui a été donc publiée le 10 avril, fait ressortir que 83% des infirmiers, bénévoles et médecins interrogés se disent préoccupés par le texte. 63% se disent plutôt insatisfaits d'une évolution de la loi, confirmant une opposition déjà établie dans de précédents sondages. L'inquiétude est notamment marquée chez les médecins en soins palliatifs, donc sur une note de très inquiet 1 à 9 très soulagés, la moyenne de leur réponse est 2. Ils sont très inquiets. Les acteurs les plus impliqués dans son processus sont les plus inquiets. Donc c'est ce que souligne Claire Fourcade, présidente donc, de cette association, et qui représente 800 000 soignants. Dans l'émission de Marina Carrière d'Ancos, cette dame disait « Moi, je suis incapable de le faire ». Et elle est médecin en soins palliatifs. Plus de 80% des soignants adhérents concernés avancent par ailleurs qu'ils refuseraient de prescrire, fournir, préparer et ou administrer un produit létal, 60% chez les non-adhérents, une mesure assortie d'une clause de conscience à laquelle un peu plus de la moitié des répondants feraient appel en cas d'application de la loi, adhérents donc de cette association et non-adhérents confondus. Parce qu'il ne faut pas oublier que le médecin, là, il serait en première ligne. Et donc, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Ce qui est prévu dans la loi, c'est que ceux qui sont volontaires, on enregistrerait, dans le personnel médical, on enregistrerait leur nom sur un fichier. Pour qu'on puisse communiquer le nom des gens qui seraient volontaires pour le faire. En 2001, le docteur Reagan, impliqué dans les premières assistances au suicide en Oregon, déclare s'engager à ne jamais demander pour lui-même un tel acte à son médecin. Il le fait, hein. Mais lui, il dit, jamais je demanderai ça à un médecin. Parce que c'est une chose trop lourde à exiger. Le professeur Scherer a dit, l'euthanasie blesse profondément et de façon définitive celui qui la pratique. Le docteur Peter Sanders, médecin et éthicien médical, dit ceci, l'euthanasie tue le patient à 2 reprises. La première fois lorsqu'on lui dit tu as raison, ta vie ne vaut rien, il ne vaut pas la peine d'être vécue, et la deuxième fois lorsqu'on l'aide à le supprimer. Mais à court terme, le risque, c'est aussi que la conscience s'altère. Et que ce qui paraît difficile au début, au bout d'un moment, le soit moins. Et donc, si vous regardez ce qui se passe en Oregon, donc de 2000 à 2017, vous avez 374 médecins qui ont signé une prescription pour permettre à la personne de se suicider, sachant que c'est pas parce qu'ils donnent la prescription que les gens le font. Je crois que c'est 30% des gens ne le font pas. Parce que finalement, ça les rassure de se dire si un jour j'en ai besoin, je pourrais le faire, mais en réalité, ils ne prennent pas le médicament. En 2023, c'est 167. Ça veut dire que sur une période de 17 ans, enfin, en une année, vous avez la moitié par rapport à ceux qui sont sur une période de 17 ans. Et si on regarde ce qui s'est passé sur les médecins, là, sur les 17 premières années, ben, vous voyez que 230 médecins l'ont prescrit une fois, 110 entre 2 et 5 fois, 23, 5 à 10 fois, et puis il y en a un, là, le champion, là, 85 fois. Et ça montre bien une chose, c'est que c'est difficile, mais qu'au bout d'un moment, la conscience, elle s'altère. Peut-être la force de le faire. Ouais. Alors c'est intéressant de regarder le serment d'Hippocrate. Le serment du IVe siècle, avant Jésus-Christ, origine donc du serment d'Hippocrate, il dit ceci, un extrait, parce qu'on ne va pas lire tout le serment. Je ne remettrai à personne une drogue mortelle si on me le demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. De même, je ne remettrai pas non plus à une femme un peusser abortif. C'est dans la pureté et la piété que je passerai ma vie et exercerai mon art.
le serment d'Hippocrate sur lequel s'engage le personnel médical a changé. Mais il dit quand même ceci: je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Donc c'est ce à quoi il s'engage. Et donc c'est un problème pour le personnel médical. Camus disait, il n'y a qu'un seul problème philosophique sérieux, c'est le suicide. Et la question que je pose, c'est est-ce que l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est finalement la réponse à la détresse humaine? Donc vous avez une réflexion ici d'une psychiatre et gériatre qui s'appelle Véronique Lefebvre Desmouettes. Comment pourrait-on, au sein d'un même hôpital, à la fois recevoir des patients qui, dans un moment de désespoir, ont fait une tentative de suicide, 200 000 par an, et des personnes exigeant, au nom de leur liberté et leurs droits, qu'un médecin leur prescrive un produit létal pour se donner la mort? Comment peut-on parler de libre choix alors que les souffrances psychiques nous aliènent, ne laissant pour le candidat au suicide pas d'autre choix que de passer à l'acte? C'est la souffrance qui souvent amène cette prise de décision. Pour elle, la demande des candidats au suicide n'est pas d'aider à mourir, mais plutôt de retrouver un sens à leur vie. De nombreuses personnes qui demandent à mourir changent d'avis une fois que leurs symptômes gênants sont correctement pris en charge. Antalgiques puissants, adaptés aux douleurs, anxiolytiques. Écoute du patient, mais aussi de l'entourage. Alors ça, c'est le témoignage d'une infirmière qui s'appelle Christelle. J'ai fait une conférence à Nancy sur le même sujet. Alors elle a été réactualisée aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et cette dame, qui est infirmière depuis 16 ans, qui a été donc 5 ans infirmière en équipe mobile de soins palliatifs, était dans la salle et elle est intervenue pour dire oui, quand il y a des gens qui viennent, qui veulent mourir, quand ils sont correctement pris en charge, presque à 100% des cas, ils changent d'avis. Alors je lui ai dit, est-ce que tu veux bien que je donne ton nom, est-ce que tu veux bien m'écrire? Elle m'a écrit donc ce que j'ai dit ici. C'est pas la seule à dire ça. Si vous lisez un peu, vous verrez que c'est quelque chose de récurrent. Donc, si vous avez regardé l'émission de Marina Carrière d'Encausse, ben vous voyez la même chose. Justement, là où il y a le médecin Claire Fourcade, il y a des gens qui disent on veut mourir, on n'en peut plus. On les écoute, on prend soin d'eux, on parle avec eux, et ils changent la vie. Il fallait d'abord une loi pour développer massivement l'offre de soins palliatifs. Ce n'est qu'alors qu'il aurait éventuellement fallu une nouvelle loi pour les cas non couverts par la sédation profonde et continue de la loi Claeys-Leonetti. Ça, c'est ce que déclare Yannick Neuder, donc qui est cardiologue et qui est député. Et même une dame qui est favorable à l'évolution de la loi, Sandrine Rousseau, je ne fais pas de politique ici, je donne simplement les faits, elle est favorable à l'application du texte, elle a dit ceci, s'il n'y a pas d'accès garanti aux soins palliatifs, l'aide à mourir n'est plus un vrai choix individuel. Donc il y a un problème de terminologie, il y a un problème de priorité, et il y a aussi un problème de ce qu'on appelle l'isolement social. On parle d'ailleurs de mort sociale. C'est-à-dire des gens qui à un moment donné sont seuls, plus personne ne vient les voir, et c'est fini. Et donc de nombreuses personnes meurent isolées, pourtant il existe en France des associations, 320 associations de bénévoles, qui donc accompagnent les gens en fin de vie, qui sont formés pour ça. Ça représente 6000 bénévoles, et il y a des associations apparemment partout sur le territoire. Le problème, c'est que c'est souvent des gens plus âgés, et que la crise du Covid a fait que 20% donc des bénévoles ont arrêté leur activité depuis la crise du Covid. Et donc c'est un engagement
qui malheureusement est méconnu et qui pourtant est porteur de sens. Et Olivier de Margerie, donc qui est président de la Fédération d'associations Jusqu'à la mort accompagner la vie, a dit ceci, il salue l'objectif du gouvernement de doubler le nombre de bénévoles en soins palliatifs, mais il demande à ce qu'on finance aussi leur formation. Parce qu'évidemment, ces gens, ils ont besoin de formation. Et aujourd'hui, c'est pas prévu. En tout cas, la formation, elle est prise en charge qu'à 50%. Et regrette aussi qu'on ne fasse pas mieux connaître cet engagement. Parce qu'il y a des gens, leur vie change quand on les visite, quand on leur montre qu'ils ont encore de la valeur. Ça pose donc justement la question de la valeur de l'individu. La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Est-ce que ma valeur diminue avec l'âge? Est-ce que ma valeur diminue avec la santé? Est-ce que ma valeur diminue avec l'inactivité? Et là, on parle aussi de ce que la société, elle renvoie. Est-ce que la valeur diminue avec la maladie ou le handicap? Quelle société on veut? Sachant que valeur et utilité, c'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'à un moment donné, on n'est plus un actif, qu'on n'a plus de valeur. Est-ce que la valeur de ma vie est dans le regard de l'autre? Intéressant comme question, ça. Et pour moi, ça me rappelle que nous avons été créés par un acte d'amour. Je parle pas forcément d'un homme et d'une femme, parce que parfois c'est violent. Mais je parle d'un acte d'amour parce que je crois que si on est là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Un Dieu qui nous aime. Et je crois que l'être humain, il a une particularité, c'est ma foi qui me fait dire ça. Nous avons été créés à l'image de Dieu, avec des dimensions. Et donc nous sommes des êtres humains de valeur. Ça interroge aussi sur l'évolution dans les pays. Alors même que la loi ne satisfera pas de nombreux partisans de l'euthanasie et du suicide assisté. Parce que beaucoup de gens qui sont des militants disent « Oui, super, on veut une loi, comme ça on fera ce qu'on veut ». Mais c'est pas l'objet de la loi. La loi, elle encadre les choses, en tout cas dans un premier temps. Donc les Pays-Bas, qui sont le premier pays d'Europe à avoir légalisé l'euthanasie en 2002, et donc, qu'est-ce qui se passe depuis? En 2023, l'aide à la fin de vie est étendue aux enfants de moins de 12 ans, qui souffrent de maladies incurables avec une mort certaine proche. Et en 2023, aux Pays-Bas, la question se pose sur une extension aux personnes dites incapables. En Belgique, l'euthanasie et suicide médicalement assisté, donc existe depuis 2002, et en 2014, on a autorisé l'euthanasie aux mineurs. Ça veut dire qu'on commence dans un cadre et que ce cadre, il évolue. Et en 2016, il y a un premier mineur qui a été euthanasié. Année après année, le nombre d'euthanasies en Belgique augmente et s'élargit à des demandes dans la zone grise. Des limites fixées, notamment celles émanant de personnes âgées, fatiguées de vivre, ou atteintes de troubles cognitifs ou mentaux de type dépression ou Alzheimer. En 15 ans, le nombre de personnes euthanasiées sans être à strictement parler en fin de vie est passé de 7% à 21% en Belgique. Plus 15% sur la dernière année. Et il y a un cas célèbre en Belgique d'une jeune fille, 23 ans. 23 ans. Cette jeune fille a été témoin et victime donc de l'attentat de l'aéroport de Bruxelles en mars 2016. Elle était fragile psychologiquement et elle a plongé dans une dépression sévère et elle a demandé l'euthanasie qui lui a été accordée.
23 ans. Elle n'est pas malade. Enfin, elle est dépressive, quoi. Mais c'est une maladie quand même. Au Canada, j'ai bientôt fini. Au Canada, la loi existe depuis 2016, 2014 au Québec. En 2021, le critère de mort naturel raisonnable et prévisible a été effacé, supprimant ainsi le critère de fin de vie imminente. Et donc on a fait 3 modifications. On a supprimé ce critère pour l'élargir aux personnes handicapées physiques. Rappelons-nous la question sur la valeur. À la possibilité d'euthanasier le jour de la demande. Donc on demande et le jour même on peut. C'est-à-dire on ne laisse pas le temps de réfléchir. Et on peut le faire avec un malade inconscient qui l'aurait préalablement demandé. Et il y a une extension qui est prévue au malade mental, mais on ne sait pas encore l'appliquer. Il pose problème dans la manière de l'appliquer. Et donc ça fait donc plusieurs fois qu'elle est reportée. Mais elle est prévue. En 2023 au Québec, les maisons de soins palliatifs et les hôpitaux privés sont obligés d'inclure dans leur offre de soins l'aide médicale à mourir. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'en parler. Alors, le 12 avril, donc il y a des députés du Canada justement, qui s'appellent Mark Dalton et Kevin Young, qui ont été reçus par un aumônier protestant auprès des parlementaires, qui s'appelle Thierry Le Gall, qui a reçu en même temps une ONG, qui s'appelle Ambassade chrétienne, et qui ont parlé donc de ce bilan qui se fait au Canada sur l'aide médicale à mourir. Il y avait présent aussi dans cette réunion la députée Annie Vidal et la sénatrice Christine Bonfati-Dossa. Et selon eux, donc l'aide médicale à mourir au Canada est régulièrement proposée comme une offre de soins aux personnes n'ayant pas les moyens pour se soigner ou souffrant de troubles psychologiques. Ça veut dire que ça devient propose quand les gens, ça coûte cher. Et donc dans son émission, Marina Carrière d'Ancos, elle a parlé, j'ai pas réussi à noter le nom, parce que j'ai pas réussi à noter le nom de cet homme, une situation d'un homme, donc, justement au Canada, qui, dans une situation précaire, n'arrivait plus à se soigner, donc avait décidé de mourir. Et comme ça a été connu, il y a eu une cagnotte qui s'est mise en place, on lui a donné 60 000 € et du coup, il n'est pas mort. Pour un problème d'argent. Ça fait réfléchir. Quelques chiffres. Donc, aux Pays-Bas, c'est 8700 personnes. En Belgique, c'est 3,1% des décès. Donc, Claire Fourcade fait remarquer qu'en Belgique, il y a 3 suicides assistés pour 1300 euthanasies. Ça veut dire que dans un endroit où on propose le suicide assisté ou l'euthanasie, comme c'est difficile de faire le geste, les gens disent « je préfère que ce soit le médecin qui le fasse ». Et donc les médecins belges qui pratiquent l'euthanasie reconnaissent moins se former aux soins palliatifs. Et l'euthanasie commence petit à petit, donc c'est un président de l'association belge des syndicats médicaux, qui dit ceci, que l'euthanasie commence petit à petit à être considérée comme un droit dont on peut user et abuser, mais aussi comme une obligation pour le médecin à qui on demande de le pratiquer. C'est-à-dire que les gens, ils viennent en disant « allez, je veux ». Et ils n'acceptent pas quand le médecin dit non. Parce que c'est tellement rentré dans les mœurs qu'on fait pression. En Suisse, 1627 personnes ont eu recours à Exit, et donc c'est 233 de plus, donc en 2022, qu'en 2021. 15%. Ça veut dire que ça augmente. Et on a de nombreux pays qui font évoluer leur législation. Ça veut dire que quand à un moment donné, dans un pays, on met en place une législation pour traiter les cas où on n'arrive pas, au bout d'un moment, cette législation, elle évolue et elle s'étend aux mineurs, aux handicapés, etc., etc. Ça pose la question de la dignité humaine. On a parlé de la valeur, ça pose la question de la dignité.
Donc Kant disait « Tous les hommes sont d'une dignité absolue et doivent être respectés même si Dieu n'existe pas. » Et donc vous avez cet homme célèbre, Philippe Pozzo di Borgo, qui est à l'origine du film Intouchable avec Omar Sy. C'est son histoire, hein. Tétraplégique depuis 30 ans, qui prend la parole au nom des personnes lourdement handicapées et qui dit, alors que s'engage le débat sur la fin de vie, il alerte en disant il y a des gens qui décrètent que nous sommes malheureux sans nous connaître. Il n'est pas malheureux. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Et même le terme de dignité. Donc on a l'association pour le droit à mourir dans la dignité, qui est pour, effectivement, l'évolution de la loi, et qui donne l'impression que la dignité, c'est eux qui la traitent. Mais il existe des associations, je prends une association protestante qui s'appelle justement pour la dignité humaine, qui est farouchement opposée. Ça veut dire que le mot dignité n'est pas réservé aux gens qui veulent l'évolution de la loi. Et donc c'est vrai que quelqu'un qui est malade, il a à un moment donné une baisse d'estime de soi et il attend aussi une réponse dans le regard de l'autre. C'est difficile, hein, je suis un poids. Il attend que l'autre lui dise non. Et donc, quand la personne a dit ça, en réalité, c'est un appel au secours. Bien des fois, en demandant la mort, c'est l'amour qu'on appelle. Donc, 16% des patients en fin de vie expriment à un moment donné l'envie d'accélérer. Souhaiter ne veut pas dire demander. Je pense qu'on est, je ne sais pas combien on est là ce soir, mais il nous est tous, probablement, ou dans notre entourage, quand des gens étaient vraiment mal, de dire « j'en ai marre de la vie ». On est là, hein. Parce que quand on a mal, quand on souffre, bah c'est quelque chose qui peut venir. Qu'est-ce que mourir dans la dignité ? Est-ce que mourir dans la dignité, c'est mourir sans souffrir ? Sans faire de bruit ? Sans déranger l'entourage ? Vite ? C'est ça, mourir dans la dignité ? Ou est-ce que mourir dans la dignité, c'est mourir en paix ? En ayant réglé son histoire et en ayant préparé son éternité, en ayant réglé les soucis de famille qu'on n'a pas réglés. Est-ce que la dignité, on est plus digne quand on souffre ? Je passe sur ce témoignage pour gagner un peu de temps, on arrive au bout. Donc ce sujet pose aussi la question de notre vision de la société, de l'humanité et de notre interdépendance. Ça dépend quelle société on veut. La valeur d'une société se voit dans la manière de défendre la cause des plus faibles et des plus vulnérables. D'en prendre soin. C'est l'essence même de la fraternité et de la solidarité humaine. Et donc, dans ce sujet, il y a aussi le danger de la pression sociale. Le côté imprévisible. Là, je suis occupé. L'idée qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est pesant pour l'entourage. Une vie, ça a de la valeur, hein ? Une question de rentabilité et de l'utilité du temps. Un sujet qui nous rappelle combien la foi est précieuse. L'espérance. Unique. Espérance chrétienne, de se revoir. Il n'y aura plus de peur, plus de larmes, plus de cris. Conclusion. Je ne suis pas là pour donner les réponses à tout, mais je suis là pour ouvrir aussi un peu notre réflexion aux uns et aux autres. Vous connaissez sans doute le penseur de Rodin. À quoi pense le penseur de Rodin ? Donc c'est en réalité une statue de bronze, là, il y a plusieurs répliques, qui fait 70 cm et qui réfléchit aux portes de l'enfer
dans ce qu'on appelle la Divine Comédie de Dante et réfléchit à l'éternité. Et quelque part, ce sujet de la fin de vie, il nous fait réfléchir aussi à notre espérance et à notre destinée. Alors je vais terminer en chanson, avec quand même encore 3 questions, je ne sais plus. Affirmation plutôt. La mort n'a rien d'affreux pour celui qui n'a rien à craindre dans une autre vie. Ceux qui disent qu'ils craignent la mort parce qu'ils craignent l'éternité feraient mieux de s'occuper de l'éternité plutôt que de la mort. Puis vous avez ces 2 chansons célèbres, de David Hallyday. Il ne m'a pas laissé le temps de dire combien je t'aime. Ou celle de Pascal Obispo, si l'on devait mourir demain. Il y en a qui referaient leur passé, certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient. Ceux qui s'en fichent se donneraient du plaisir, et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin. Toi, qu'est-ce que tu ferais ? Toi, qu'est-ce que tu ferais ? Voilà, j'arrive au bout de cette conférence. Et je voudrais ouvrir la possibilité de réagir. Alors pas sur des cas personnels, je me tiendrai à votre disposition si vous le souhaitez, évidemment, parce qu'on ne va pas parler de cas personnels. Je n'ai pas réponse à tout. Mais voilà, si l'un ou l'autre voulait réagir par rapport à ce qui a été apporté. Il y a tellement à dire.